Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux. Bonjour Pierre. Salut Catherine. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Merci Pierre d'être ici. Avec plaisir. Première question, comment est-ce que tu te définirais? En termes de quoi? De ce que je suis, ce que je fais? Prends la question comme tu veux. Je me définis comme une personne très compliquée. Parce que j'ai du mal à me comprendre moi-même souvent. Donc justement, j'ai du mal à me définir. Et j'ai du mal à savoir vraiment si je suis quelqu'un de très extraverti parce que aujourd'hui, ce que je fais au quotidien, c'est prendre la parole dans des concours d'éloquence, dans des conférences que je donne, ou très introverti, je suis quelqu'un de plutôt timide, de très tourné vers l'autre ou de assez tourné vers moi. Donc j'ai du mal à savoir ce que je suis, en tout cas je sais ce que je fais. Et ce que je fais, c'est plein d'activités liées à l'écriture et la prise de parole, parce que depuis 3-4 ans, c'est devenu mes passions. Et donc maintenant, je me définis davantage par ça que par vraiment une compréhension fine de moi-même que j'ai encore du mal à trouver. Tu dirais que tu as beaucoup d'introspection ou pas? Ouais, je pense beaucoup. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Parfois, le fait de toujours surréfléchir les choses n'aide pas vraiment à les vivre pleinement, intensément dans le présent. Donc j'ai beaucoup d'introspection, je crois. Alors tout le monde croit beaucoup avoir son introspection, mais je pense particulièrement pour moi. Mais c'est pas toujours une très bonne nouvelle. Comment est-ce que tu penses que tu as eu cette introspection? Comment tu travailles sur ça? Je pense que c'est une question de nature profonde pour le coup. Il y a des gens qui, par nature, vivent plutôt les choses dans le moment, n'ont pas besoin de tout réfléchir, et d'autres qui ont besoin d'intellectualiser les choses beaucoup plus que de les sentir ou de les vivre. Je pense que c'est une question de nature plus qu'autre chose. Alors peut-être que tu as un sujet aussi socioculturel, tu vois, je viens d'un milieu assez bourgeois où on te dit que c'est super important de faire de bonnes études, de réussir à l'école avant tout. Donc forcément on te pousse plus vers l'intelligence que vers la sensibilité. Et donc on te pousse plus à réfléchir qu'à sentir, qu'à vivre. Et tu dirais que tu es plus cartésien ou émotionnel du coup? Encore une fois, j'ai plein de paradoxes par rapport à ce genre de choses. Je pense que je suis quand même beaucoup plus cartésien. Cartésien? Ouais. Donc est-ce que ton cartésianisme t'a déjà empêché de vivre des situations pleinement et à bloquer ton émotionnel? Tout le temps. C'est vraiment le questionnement de ma vie, c'est comment ne pas être dans l'intellectualisation des choses et juste recevoir leur sens et les vivre pleinement. Et c'est vraiment ma difficulté au quotidien. Mais c'est joli, ça fait une quête d'une vie à résoudre. Tu penses que tu arrives à trouver un équilibre? Entre sensibilité et intelligence? J'essaye. Est-ce que j'y arrive? Non, pas encore parfaitement. Est-ce qu'on y arrive parfaitement un jour? D'ailleurs, je suis pas certain. Mais j'ai déjà conscience du problème et c'est peut-être une partie de sa résolution. Est-ce que tu as déjà fait de la thérapie en mode t'es allé voir un psy ou un psychiatre ou... Par curiosité, une fois, ouais. Ok. Parce que je trouve que c'est un mécanisme intelligent de discuter avec quelqu'un. La cassiologie, c'est vachement intéressant. J'ai plutôt apprécié l'expérience, mais j'ai pas ressenti le besoin de la renouveler. Ok. En fait, j'ai pas envie d'avoir l'air arrogant, mais je sais que je pose tellement de questions que parfois j'ai du mal à me dire quelle est la question que je me suis pas encore posée qu'on pourrait me poser. Okay. Alors je sais que c'est pas exactement ça que cherche la psychologie ou autre, hein, mais je l'ai vécu comme ça. Et deuxième sujet, c'est que je trouve que ça demande quand même un niveau de confiance très très fort de se livrer à quelqu'un. Et j'ai du mal, avec une personne que je connais pas, même j'imagine dans quelques séances, à livrer des choses très intimes. Et en fait, c'est peut-être un sujet qui est lié à moi, c'est que j'aurais tellement de mal à livrer ça que la séance aurait moins d'intérêt si elle n'est pas pleinement sincère et si elle n'est pas pleinement dans le dévoilement de soi. Est-ce que ce serait justement pas plus facile de se livrer à une personne totalement inconnue qui, in fine, ne va pas te juger parce qu'elle ne sait pas du tout qui t'es? Ouais, alors est-ce qu'elle ne va pas me juger? On ne sait pas. Un inconnu peut te juger aussi. C'est vrai. Après, là, c'est son métier de ne pas le faire, hein, mais pour moi, c'est plus difficile en tout cas. Et je pense que là aussi, c'est une question de sensibilité personnelle. Moi, je sais que j'ai besoin d'un niveau de confiance très très élevé pour accepter de dévoiler une part de moi-même. Et même avec des amis très proches, parfois je le fais pas. Hein, donc, avec quelqu'un que je connais pas, ça me paraît encore plus compliqué. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que la confiance, c'est jamais unilatéral. C'est-à-dire que tu as certes la personne qui se livre à l'autre, mais tu as aussi la capacité de l'autre à créer un espace de confiance. Dans le sens où, comme tu m'as dit, j'ai des potes à qui je me livre pas. Peut-être qu'ils n'ont pas créé justement cet espace où tu te sentais assez à l'aise pour t'ouvrir. Et je sais par exemple qu'un jour, je me confiais à une amie à moi
Et elle m'a dit merci de me faire confiance, etc. Je lui ai dit oui, mais toi aussi, tu as créé cet espace pour que je me sente à l'aise pour m'ouvrir. Donc je pense que ça vient vraiment des deux. Oui, et en même temps, il y a juste des situations où tu as des gens qui te mettent très à l'aise, mais tu ressens pas l'envie, le besoin de te livrer à ce moment-là avec telle personne. C'est pas forcément qu'une question de confiance, c'est une question aussi de quel est le lien que tu partages avec une personne. Et j'ai des amis très très proches avec lesquels c'est pas ce lien-là que j'ai. Ok. Et c'est pas pourtant qu'ils sont moins proches comme amis, c'est pas des moins bons amis du tout. Ouais, bien sûr. Juste la nature de la relation n'est pas de sorte à faire que cette étude-là émerge ou qu'on parle de ça, de ma sensibilité ou autre. Mais donc c'est pas une question de proximité en soi, c'est quel est le lien qui est tissé. Il y a des gens avec qui je suis parfois même un poil moins proche que mes meilleurs amis, mais où la nature de la relation est une nature qui est beaucoup dans la confidence, beaucoup dans la sensibilité. Et donc ça dépend vraiment du lien que tu as avec une personne, je trouve. C'est super intéressant ça. Le fait d'avoir des natures différentes d'amitié, qui veut pas dire le degré de proximité, Non. mais vraiment. Et quel type de nature de relation t'as par exemple? Comment tu les qualifierais? Ouais. Bah, j'ai des groupes d'amis où c'est des groupes d'amis vraiment où je me sens toujours bien parce qu'on rigole beaucoup, ou parce qu'on a des discussions extrêmement intelligentes, intellectuelles. Ok. On dit ce qui nous passe par la tête et vraiment on est dans le lâcher prise total. Et c'est assez incroyable, tu vois, tu t'amuses et en même temps tu réfléchis, c'est vraiment très intelligent. Et puis j'ai des amis pour le coup où ils sont pas moins fun, hein, mais où la nature de la relation qu'on a est moins dans le lâcher prise, dans le fait de dire n'importe quoi ou d'avoir des questionnements très intellectuels très profonds, ou juste plutôt on va discuter de choses sensibles qui nous touchent, qui nous voilà, ok, d'accord. c'est pas des bons amis, juste c'est différent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est important d'avoir des gens avec qui tu peux faire, enfin, des groupes différents avec qui font qu'ils se complètent et que tu peux, quand tu veux lâcher prise, te marrer, aller avec eux, et quand tu veux avoir des discussions plus profondes, aller avec d'autres. Et après, le summum du summum, c'est des gens qui sont capables de faire les deux. Souvent, je remarque quand même que les gens sont soit dans l'intelligence, soit dans la sensibilité. C'est assez rare les gens qui arrivent à être pleinement dans les deux. C'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup d'amis, ou en tout cas plusieurs amis, parce que ça permet de cumuler un peu tout ça. Ouais, et ça me fait penser à quelque chose, notamment aux relations amoureuses. On cherche trop à tout trouver dans une personne. C'est-à-dire que je veux que la personne elle soit drôle, intelligente, sportive, etc. Et en fait, ça peut être un mélange En fait, on veut la complétude dans une personne, et en fait c'est trop compliqué. Et je sais plus qui disait, mais si tu veux un homme beau, riche et sportif, bah trouve-toi 3 hommes, tu vois, et pas un. Et du coup je trouve qu'on fait, on est hyper exigeant quand c'est sur cet aspect-là. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est vrai, en fait on pense beaucoup par case. Ouais. Il faut que il ou elle coche toutes les cases. En fait non, il faut que ça marche au sentiment. Et je trouve qu'une relation amoureuse est parfois d'autant plus belle quand elle nous surprend. Et on se dit, tiens, cette personne-là, dans l'absolu, c'est pas la personne que j'aurais imaginée, parce qu'elle coche pas telle case qui pour moi je croyais était important, etc. Mais en fait, ce que je ressens écrase absolument tout ce que j'envisage, tout ce que je pensais avant. Et c'est comme ça qu'il faut le penser. Et donc, s'il est juste beau et riche, mais pas grand, ou juste beau et grand, mais pas riche, mais que le sentiment est là, ou qu'il n'est même aucun des trois, mais que le sentiment est là, vas-y, quoi. Est-ce que... sur quoi, par exemple, tu pourrais faire l'impasse sur une fille que tu apprécies, et tu dis, par exemple, c'est un peu les non négociables, en mode vraiment, si elle a pas ça, je peux pas. Donc, quels sont les sujets sur lesquels je pourrais dire c'est pas grave? Ouais, j'accepte ces défauts-là. C'est pas des défauts. Ouais, c'est pas des défauts, mais ce que tu vois. Par exemple, j'ai pas besoin que les passions que j'ai soient les siennes. Ok. Parce que je trouve que ce qui est important dans une relation, c'est qu'on s'apporte mutuellement des choses. Et donc, même ça m'intéresse presque davantage que je puisse avoir mon jardin secret, mes passions, mes choses à moi, et que l'autre ait ses choses à elle. En revanche, ce sur quoi je ne ferai pas l'impasse, c'est la curiosité. C'est vraiment important, je pense, comme qualité, c'est pas besoin de tout savoir. Moi, je me fiche de savoir si les gens ont une culture générale excellente ou c'est pas important, mais en revanche, le fait de vouloir savoir est beaucoup plus important que le fait de savoir tout court. C'est vrai. C'est vrai, c'est super important la curiosité comme qualité, parce qu'en fait c'est plus une ouverture d'esprit et je suis ouverte à apprendre et à avoir un peu toi aussi à l'intérieur de moi et apprendre un peu de tous les mondes pour me construire moi aussi, je trouve ça super important. Je change de sujet. Comment est-ce que tu as vécu ta finale à Aix-en-Provence? Celle d'il y a quelques semaines? Ouais. C'était super intéressant, donc pour le rappeler, en fait il y avait un concours qui rassemblait tous les anciens vainqueurs du plus grand concours d'éloquence de France. Et c'est drôle parce que je retrouvais beaucoup de gens que je connaissais. Donc des anciens qui m'avaient battu parfois en concours, d'autres que j'avais battu, d'autres que je connaissais en tant qu'ami. Et Elliot, qui est
la personne avec qui je travaille vraiment au quotidien depuis un an et demi quasiment, avec qui j'ai une relation quasiment de petit frère, grand frère, qui est assez belle. Et donc c'était à la fois en vrai drôle de retrouver ces gens-là, et puis en même temps il y a une compétition, donc on n'est plus dans un rapport qui est purement amical aux gens, et il y a quelque chose de différent qui se crée. J'ai vécu une émotion, pour la première fois de ma vie à ce moment-là, qui est l'émotion de la compersion. J'étais dans un moment où je me suis dit, tiens, honnêtement, si Elliot gagne, je trouverais ça injuste, et deux, ça me ferait presque plus plaisir que remporter moi-même la victoire. Et c'est vraiment un sentiment que j'ai eu, je pense, pour la première fois de ma vie. Et Elliot l'a eu aussi, je crois, en tout cas il m'en a partagé. Et c'était assez incroyable, en fait. Et ce que j'ai retenu de cette soirée-là, au-delà du côté génial de l'événement lui-même, du divertissement qui s'est joué, j'ai retenu ce sentiment-là de cette émotion si forte que j'ai ressentie pour la première fois de si quelqu'un d'autre gagne à ma place, l'amitié qu'on a, le lien qu'on a, et le fait que je savais que ça lui ferait tellement plaisir, pour moi, écraser de très loin ma volonté personnelle de gagner. Bon, il se trouve que ni lui ni moi n'avons gagné, donc ça simplifie l'histoire. Hein. Mais je garde en tête ce souvenir-là assez fort. Ouais. Comment t'as rencontré Elliot? Comment j'ai rencontré Elliot? Elliot, il monte des scènes d'éloquence, des pièces d'éloquence, et donc il fait son recrutement un peu partout en France. Et notamment, il vient au concours national d'éloquence tous les ans voir la finale, que j'ai remporté en 2023. Et à la fin, il m'a dit, bon Pierre, il y a des choses à corriger. Mais il a fait son professeur. Exactement. Mais si tu veux travailler avec moi, ça me ferait plaisir de t'emmener sur scène un jour. Et puis on a fait une scène, puis deux, et après je partais à l'étranger, mais on a continué à s'appeler, à prendre des nouvelles, etc. Et puis on se complète bien, on a des qualités, des compétences même très différentes. Donc parfois il a besoin de moi sur un sujet ou des questionnements à me poser, réciproquement. Et donc peu à peu on s'est liés d'amitié et on s'est rendu compte qu'on avait plein de projets à créer ensemble. On a fait quelques pièces, on a créé notre propre concours d'éloquence, on sort un livre là en janvier, on produit un film qui raconte l'histoire du concours d'éloquence. Enfin, maintenant on se voit quasiment tous les jours pour travailler ensemble. Et c'est drôle parce que c'est une amitié qui s'est nouée très vite en fait, en un an et demi. On s'est rapprochés au point de se voir ou s'appeler quasiment tous les jours maintenant. Est-ce que ces projets avec Elliot ont approfondi ou alors étendu le domaine de l'éloquence ou alors t'as ouvert l'esprit sur des choses que tu pensais ne jamais faire? Ouais, vraiment parce que moi j'avais l'éloquence comme pratique uniquement, mais aucune théorie derrière. Je connaissais rien des grandes théories, des grands auteurs, je ne savais pas l'enseigner par exemple. Elliot pour le coup il a toute cette matrice là en tête de ce que c'est que la rhétorique derrière l'éloquence, de comment on apprend à bien parler, plus que comment juste on le fait. Et ça m'a beaucoup apporté, c'est qu'en fait maintenant je peux l'enseigner, je peux le partager avec d'autres gens. Et avant j'étais un peu gêné quand on me disait comment on fait, parce que je disais juste moi je fais comme ça, mais ça marche pour moi, dans l'absolu je sais pas ce qui marche. Et vraiment Elliot m'a apporté toute cette matrice conceptuelle sur ce que c'est que la prise de parole. Il m'a appris à enseigner, il m'a appris plein de choses, et surtout c'est lui qui va m'amener vers les projets. Moi j'ai une nature à croire que les choses ne marcheront pas à l'avance. T'es assez pessimiste. Je suis plutôt pessimiste, et Elliot est à l'inverse quelqu'un d'extrêmement optimiste, qui croit absolument que tous les projets vont marcher du feu de Dieu. Et c'est là aussi où on se complète bien, mais c'est toujours lui qui va être à l'initiative du projet. Et souvent c'est moi qui vais mettre les garde-fous pour que le projet finisse par marcher. Mais c'est chouette parce qu'on se complète. Et c'est ça qui fait que ça marche, je pense. Qu'est-ce qui t'a initié justement à ce monde de l'éloquence? Alors c'est pas une personne, c'est plus un hasard. Okay. Il y avait un concours dans mon école quand je suis rentré en école de commerce. Et je me rappelle quand j'étais au lycée, je regardais les vidéos de ce concours-là sur YouTube. Et donc je me dis tiens c'est drôle, il y a 4 ans je regardais ça, maintenant je peux participer, autant le faire. Et donc j'ai fait, et en fait il se trouve que j'ai gagné. Un peu par hasard je sais pas, mais moi je l'ai vécu comme ça en tout cas par hasard. Et simplement j'ai passé un moment sur scène qui était très désagréable. J'étais tellement là encore tu vois dans l'intellectualisation du moment que je l'ai pas vécu. Et je l'ai regretté parce que je me suis dit c'est dommage, c'est rare d'avoir, je sais pas combien de personnes, il y avait 300-400 personnes dans une salle qui t'écoutent et de ne prendre aucun plaisir à leur parler. Et donc j'en ai fait un autre pour me dire tiens cette fois-ci je vais prendre du plaisir. Alors là ce truc là je l'ai perdu pour le coup. Donc je me dis tiens il faut quand même que je fasse une fois où je prends du plaisir et où en plus je gagne à la fin. Et là ça s'est passé la 3e fois. Et après c'est devenu ma passion et maintenant je le fais tout le temps. J'imagine qu'avant le premier concours d'éloquence, t'écrivais déjà? Non, du tout. Ah, du tout? Enfin, j'écrivais. Quand j'avais 8 ans, j'écrivais des poèmes à ma maman. Okay. Au collège, j'étais à des rédactions, mais jamais je m'étais pris d'amour pour l'écriture ou autre. Et c'est en fait par le biais du concours d'éloquence qu'on te force à écrire. Enfin, t'as pas le choix que d'écrire. Et j'ai adoré ça. Et c'est vraiment par là que je l'ai découvert.
Et donc j'ai vraiment découvert l'écriture par l'oralité, ce qui est assez rare. Et ce qui fait dans mon style d'écriture que j'ai un style d'écriture très oral, qui est pensé beaucoup pour être lu en fait à haute voix, parce qu'il est beaucoup sur le rythme notamment. Et donc en fait ça se sent dans la manière dont j'écris, que j'écris au départ pour l'oralité et que c'est pas une écriture écrite justement au départ. Avant de continuer ce podcast, je vous demanderai simplement 30 secondes de votre temps. Merci déjà de regarder cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, venez rejoindre ma petite communauté pour qu'elle devienne encore plus grande. C'est un rêve qui devient réalité et j'ai envie que vous soyez là pour qu'il soit encore plus grand. Je vous fais la promesse, si vous vous abonnez, si vous likez, si vous mettez des commentaires, je vous fais la promesse de faire tout ce qui est en mon possible pour améliorer ce podcast, pour qu'il soit le meilleur possible et pour avoir les invités que vous voulez. Merci, continuons ce podcast. Comment t'as trouvé ton style? Parce que t'as quand même un style bien à toi et je trouve que c'est super dur dans le cadre de l'éloquence de vraiment trouver son style, parce qu'on se dit son style c'est tellement vaste, c'est général, c'est je sais même pas qui je suis, comment est-ce que tu veux que je trouve mon style, enfin qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que toi t'as trouvé ton style, parce que t'as quand même une marque? Tu dis le mot marque. Pour moi, le style en prise de parole, c'est comme le style vestimentaire. En fait, ton style, c'est ce qui te fait kiffer. C'est quand tu le portes ou quand tu le dis pour un mot ou une phrase, c'est le truc que tu dis « Ah ouais, c'est stylé ». Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est le jeu sur la langue, beaucoup. Et c'est les jeux sur le rythme et sur les rimes. Et vraiment, en fait, je suis sensible quand je le lis ou quand je le vois chez quelqu'un d'autre, je me dis « Ah ouais, c'est stylé ». Et donc, en fait, même chose, j'ai envie de me dire, chaque phrase que je dis, il faut que je puisse me dire « Ah ouais, c'est stylé ». Et donc, ce que moi je trouve stylé, c'est ce genre de choses, c'est le rythme, les rimes, les traits d'esprit. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon style. Et en fait, c'est ça comme conseil que je donne souvent sur comment trouver son style, c'est qu'est-ce qui toi va t'émouvoir dans le discours de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui toi va te faire te dire ah c'est stylé. Et il faut pas le copier, mais il faut te dire ok je veux que mon discours moi aussi mette tous ces éléments stylés, et c'est ça ton style justement. Il y a des personnes qui t'inspirent? Il y en a plein, et dans plein de milieux très différents. Dans le monde politique, il y a des orateurs que j'adore. Dans le monde artistique, Edouard Baird, par exemple, je trouve ça incroyable. Dans la musique, il y a des écrivains, des chanteurs que j'adore aussi. Donc, c'est un mélange d'influences très diverses, et c'est ça qui est chouette. Il n'y a pas une personne en revanche où je me dis, ça c'est la personne que j'admire tellement que je voudrais être pareil. Et je pense que c'est pas plus mal, parce que sinon ça pousse au mimétisme. Et ce qu'on dit souvent en prise de parole, c'est que c'est un sujet de sincérité. Et donc, dès qu'on est une copie, on est forcément une pâle copie. Et donc, il faut aussi se dire qu'on est un mélange d'influences, mais qu'on n'est pas dans la recherche de ressembler à quelqu'un en particulier. Comment tu te sens quand tu montes sur scène? Bien, en général. Je suis à un moment où j'ai un stade en tout cas où j'ai plus le stress maintenant. Ou alors plus de l'appréhension, mais de l'adrénaline, mais plus un stress qui te déborde et qui t'empêche de performer. Donc, je me sens bien. Dans l'absolu, après ça dépend des moments. Il y a des fois où tu parles et tu sens que les gens ils sont pas extrêmement réceptifs. C'est un peu décevant, mais c'est un challenge aussi. C'est comment est-ce que j'arrive à recapter l'attention quand je sens qu'elle est pas présente. Mais ouais, je me sens bien. Est-ce que ce serait un des seuls moments de ta vie où tu te permets de ressentir justement et de pas être dans la rationalité? Non plus. Non. Je me sens bien, mais je suis quand même dans le contrôle. D'accord. J'ai pas une éloquence du lâcher prise. Okay. Elliot, quand on parlait tout à l'heure, c'est complètement lâcher prise et devenir complètement fou sur scène. Moi, j'ai une éloquence qui est très liée au texte, par exemple, j'ai besoin d'être dans le respect de ce que j'ai écrit, par exemple. Et puis ma nature profonde est d'être dans le contrôle. Et même sur scène, ça m'est arrivé quelques fois où vraiment, pendant 30 secondes, j'ai complètement lâché prise. Et c'est très libérateur pour le coup. Et c'est souvent des moments qui ont été très réussis. Mais c'est pas ma nature profonde et en fait, la nature revient toujours à la surface. T'arrives pas à lâcher prise en général? Non, chasser le naturel, il revient au galop, c'est vraiment ça. Je peux essayer, je peux faire le fou 10 secondes, mais c'est pas moi. Et donc je peux pas le faire durablement. Qu'est-ce qui bloque, tu penses? Pourquoi est-ce que t'arrives pas à lâcher prise? C'est rapport au contrôle, je pense. Ma nature profonde, c'est d'être dans le contrôle de ce que je dis, de ce que les gens vont penser de moi, de la maîtrise de mes gestes, de la maîtrise de ma voix, de mes mots. Tout est maîtrisé. Ce qui est rassurant en fait, je pense que c'est ça le fond du problème, c'est que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le risque, et donc j'ai besoin d'être dans un modèle, un univers qui est rassurant. Et pour se rassurer, on contrôle les choses. Le lâcher prise, il est génial parce qu'il permet de ressentir les choses à fond, mais il est aussi très dangereux parce que quand on lâche prise, c'est vraiment la métaphore de l'escalade, hein. Si tu lâches prise, le risque c'est de tomber dans le vide, et j'ai un peu de mal à me jeter dans le vide moi.
Qu'est-ce qui se passerait de pire, concrètement, si tu lâches prise? Ah, mais sûrement pas grand-chose. Les risques, on les fantasme. Hein. Tomber dans le vide, hein. Le vide, je pense que le trou est pas très profond, si tu veux. Donc pas grand-chose, honnêtement. Juste, j'aurais l'impression de pas être moi-même pleinement, parce que c'est pas ma nature, encore une fois. Et d'avoir ce moment de dissonance où j'essaie de jouer quelque chose que je ne suis pas, et c'est toujours bizarre de le faire. Tu penses que c'est pas quelque chose qui se travaille? Dans le sens où je sais que ma nature, c'est ma zone de confort, mais je sais que ça me fait peur, donc je vais essayer de le faire jusqu'à ce que ça me fasse plus peur. Si, mais ça, je le fais par occasion. D'accord. Mais autant j'y prends un plaisir dans l'instant, autant avec le recul, je le vis pas en disant « Ah, faut que je sois tout le temps comme ça ». D'accord. En fait, c'est ma nature, le contrôle, je l'accepte et j'ai pas forcément tout le temps envie de la combattre. C'est pas grave aussi d'être qui on est, enfin, si tu veux. Ça a aussi plein de qualités d'être dans le contrôle, tu vois. Donc non, j'y travaille un peu, sur scène en tout cas un peu. Là où c'est plus problématique pour moi, au-delà de la scène, c'est plutôt dans le rapport aux relations humaines, où là, il faut arrêter parfois d'être dans le contrôle et juste vivre pleinement le lien que tu as avec une personne, vivre pleinement une relation et pas chercher à la contrôler. Mais sur scène, ça se travaille, mais c'est pas très important. Dans la vie, plus largement, là oui, pour le coup, c'est important. Avec tout ce que tu me dis, où tu as grandi dans un milieu bourgeois, avec le rapport aux études, la rationalité et le contrôle, tu penses que c'est quelque chose qu'on t'a inculqué ou que c'est vraiment de ta nature à toi? C'est tellement difficile de séparer le naturel du culturel. Honnêtement, dissocier l'un de l'autre, c'est même impossible, je pense. Parce qu'à la fin, ton éducation devient ta nature. C'est parce que tu es génétiquement, mais en même temps, c'est là depuis que tu es tellement jeune que tu peux plus t'en défaire. Donc ça devient une seconde nature. Donc non, je pense que c'est mon éducation, mais que je critique pas, honnêtement. C'est pas une critique que je fais du tout. Mais oui, quand tu es dans un milieu où les études c'est extrêmement important, on dit que la réussite c'est extrêmement important. Tu te mets dans une situation, une disposition d'esprit où en fait tu veux absolument réussir dans absolument tous les secteurs de la vie. Et tu cherches une forme de perfection. Et la perfection, souvent, on imagine qu'elle exige le contrôle. Et ça crée cette nature-là. Est-ce que tu te sens bien dans ce cadre? Plutôt honnêtement. Enfin, ça dépend des situations. Je combats pas ma nature profonde parce que j'estime aussi que c'est ce qui fait mes qualités. Et les points sur lesquels j'ai aussi réussi grâce à ça, grâce à l'éducation dont on parlait à l'instant. Donc je le combats pas dans l'absolu, je combats plutôt son caractère systématique. Le fait que, ok, c'est qui je suis, mais j'ai pas envie que ça m'empêche par instant d'être quelqu'un d'autre. Mais dans l'absolu, c'est pas grave. Juste, c'est par instant, j'aimerais bien pouvoir m'en libérer. Est-ce que tu as un souvenir d'un moment où ça t'a empêché d'être libre? Ouais, dans des relations humaines, amoureuses même, tu vois. Je pense que la relation amoureuse, c'est le lieu par excellence où tu dois accepter de ne pas tout contrôler. Parce que tu as l'altérité en face de toi et contrôler l'autre, ça devient juste de la manipulation. Hein. Et ça crée des relations très toxiques. Ce qui n'est pas ce que j'ai vécu, heureusement. Mais je vivais comme une forme de frustration le fait de ne pas être dans le contrôle de tout ce qui se passait. Et donc tu es dans la frustration au lieu d'être dans l'admiration du sentiment qui se crée. Donc c'est vraiment des instants où pour le coup je l'ai vécu comme une frustration. Comment est-ce que tu gérais ça? En prenant sur moi, mais le problème c'est que ça marche pas indéfiniment de prendre sur soi. Donc je prenais sur moi jusqu'au moment où je me sentais plus à l'aise dans une relation, elle se terminait. Donc non, c'est vraiment un travail que j'ai à faire, c'est ça, c'est comment on accepte de dire je suis pas dans le contrôle. Et non seulement j'accepte, mais même je m'en satisfais, je l'apprécie. Tu lui en parlais pas? Non, alors j'ai mis du temps à mettre le doigt dessus en fait. C'est très récent. Donc si demain j'avais une autre relation, je saurais mieux alors déjà le communiquer, je pense, et mieux l'accepter. Dans mes relations passées, j'avais pas encore eu la maturité, je pense, pour mettre le doigt dessus. Et peut-être que dans 5 ans, je mettrai le doigt sur autre chose d'ailleurs. Mais je m'en suis rendu compte de ça très récemment. Comment t'as mis le doigt dessus? Par l'introspection, par la discussion avec des gens qui avaient des problématiques similaires. Et puis j'ai la chance d'être resté très proche, enfin relativement proche de tous les gens avec qui j'ai eu des débuts de relations, même des relations. Et donc en fait je peux continuer à échanger avec eux sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est drôle, j'ai du feedback vraiment sur les relations, donc j'apprends aussi comme ça. Quand tu as commencé à faire des concours d'éloquence et que tu as commencé à écrire, j'imagine qu'après tu n'as pas écrit que dans le contexte où tu allais avoir un concours d'éloquence, tu as commencé à écrire pour toi. Quel est ton style d'écriture?
Mon style d'écriture, Est-ce que c'est plus des pensées que tu vas mettre comme ça, des phrases, des idées, des essais philosophiques, de la Ouais. poésie? alors donc ouais, le genre même quasiment. J'ai plusieurs styles, je sais pas si c'est le mot, mais donc déjà j'écris au quotidien vraiment des fragments. Donc j'ai une note dans mon téléphone qui, je pense, si je l'imprimais, ferait 300 pages honnêtement, de fragments qui sont soit les miens, soit des phrases que j'ai entendues, que j'ai lues, ou des choses qui m'ont touché, ou des idées, ou juste deux mots qui se ressemblent et je trouve ça joli. Enfin, tu vois, juste des bribes de littérature, mais vraiment parcellaires. Et puis ensuite, ces bribes-là me servent à construire des choses plus longues, soit pour un concours d'éloquence, mais même quand j'écris de la poésie, là je sors mon recueil en mars, je vais piocher dans ces bribes-là et tirer le fil de l'une d'entre elles et voir là où ça m'amène, ou alors créer des ponts entre plusieurs bribes que j'ai écrites, l'une il y a 3 ans, l'autre il y a 6 mois, sur deux sujets différents, mais en fait je remarque qu'il y a un truc qui les relie, et c'est plus comme ça. Donc j'ai un style qui est un peu où les choses sont un peu éclatées, un peu partout, et puis il y a un jour où je me dis tiens, tous ces fragments peuvent se réunir dans quelque chose de cohérent, et en plus si j'ajoute à ce moment-là autre chose que ces fragments-là m'évoquent. Donc c'est très drôle parce que j'écris vraiment par bout, par pièce. Et pendant très longtemps, plein de pièces vont rester éparpillées. Et puis tous les mois, il y en a qui se mettent ensemble et ça fait un joli puzzle. Et ça fonctionne comme ça. Tu dirais que l'écriture, c'est ta passion? C'est une de mes passions, ouais. Ouais. Plus que l'oralité. Ce qui est drôle parce que ce que les gens voient, en tout cas de ce que je vais diffuser sur les réseaux ou autres, c'est uniquement l'oralité, quasiment. Mais en fait, ma vraie passion, c'est l'écriture et l'oralité est juste la meilleure manière, je trouve, de la partager avec les autres. Parce qu'en fait, on écrit pour soi et on parle pour les autres. Donc, le fait de le parler, c'est une manière pour moi de rendre accessible à autrui ce que j'écris. Et est-ce que tu te sens vulnérable quand tu fais ça? Non, c'est une force, moi, je trouve. Mais la vulnérabilité, est-ce que c'est de la faiblesse? Non, non, c'est vrai, t'as raison. Mais quand tu te sens vulnérable, tu te sens facilement attaquable, si tu veux. Et je me sens pas attaquable sur ce que je mets en public, justement, parce que je trouve qu'avoir la force d'assumer sa sensibilité, ses doutes, ses sentiments, etc., quand tu le mets ça dans l'espace public, on ne peut plus t'attaquer avec. Enfin, c'est bon, tu l'as assumé devant tout le monde, qui va pouvoir te le mettre sous le nez? Bah, c'est bon, je sais, je l'ai dit. Et je trouve que c'est plutôt une force. Tu trouves pas qu'on est trop dans justement ce monde, dans cet aspect de la culture des réseaux, d'être toujours dans les façades, et en fait tout le monde vit la même chose, mais personne le dit? C'est de moins en moins vrai. Tu trouves? Je Ok. trouve que cette image très lisse de... Tu vois, il y a 4-5 ans, même avant, tu vois, le monde des influenceurs, c'était vraiment que des gens au physique parfait, etc. C'est moins le cas maintenant, parce qu'on est passé de l'ère des influenceurs à l'ère des créateurs de contenu. Et donc maintenant, tu as des gens qui créent du contenu sur plein de sujets différents, notamment sur le trauma, ou sur la poésie, mais sur tous les sujets, en fait, tu as des gens qui créent du contenu. Et donc, en fait, je trouve qu'on est dans une ère où ce qui est chouette, c'est qu'on peut plus facilement s'identifier à des gens qui sont connus, parce qu'il y a des gens connus, en tout cas qui ont des abonnés, je sais pas si ça va être connu, mais qui parlent de sujets qui nous ressemblent beaucoup plus par rapport au monde de l'influence il y a 5-10 ans, où c'était que des gens magnifiques, riches, beaux, parfaits, ou soit intelligents, soit extrêmement stylés ou puissants. C'est plus le cas maintenant. Et c'est tant mieux qu'on fasse émerger des gens qui nous ressemblent et juste qui ont une passion et qui la vivent à fond et qui la partagent. Comment tu t'es lancé sur les réseaux? Pourquoi? Comment? Donc je fais mon premier concours d'éloquence dans mon école. Et il y a la vidéo YouTube qui sort et qui marche vachement bien sur YouTube, etc. Alors elle marchait toujours bien tous les ans, cette vidéo-là du concours de mon école. Et j'ai une amie qui s'appelle Clara qui me dit tiens Pierre, ton truc, là, ton discours, c'est typiquement, je cite, le genre de merde qui marcherait bien sur TikTok. Et je dis ok, je mets ça sur TikTok. En plus moi je pense que je suis la dernière génération où les gens sont pas sur TikTok. Mes potes et tout le sont pas, donc je me disais au pire personne verra ça, tu vois. Et première vidéo, elle fait je sais pas genre 500 000 vues ou 600 000 vues. Et bon bah typiquement c'était apparemment une merde vu que ça a bien marché sur TikTok. Donc, super, merci Clara. Non mais j'ai fait ça, puis j'en ai mis une autre, tu vois, j'ai mis des extraits un peu à droite à gauche. Un an plus tard j'ai refait un concours, donc je me dis tiens, j'ai à nouveau une vidéo, je peux la remettre si tu veux. Et donc comme ça pendant 2-3 ans je mettais des vidéos de temps en temps, ça marchait correctement. Mais il n'y avait pas un projet derrière, je ne cherchais pas à être un créateur de contenu, juste dès que j'avais un truc je le mettais, mais c'était pas une ambition particulière. Et puis un jour, j'ai commencé à écrire d'autres choses qui n'étaient pas des discours, juste
de la poésie ou autre. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de le partager. Il y a déjà des gens qui écoutent ça, peut-être que ça les intéressera aussi de voir ça. Et ça a remarché aussi. Ce qui était plus dur, c'était la transition vers Instagram, qui pour le coup est un réseau où j'ai ma famille, mes amis, des relations quasi professionnelles parfois. Enfin, c'est que tu le fais, tu dois l'assumer différemment. Autant TikTok, tu touches des gens que tu connais pas, enfin pour moi en tout cas. Autant là, c'était vraiment des gens que je connaissais, qui allaient voir ce que je fais. Et en plus, ce que je fais est quand même beaucoup dans un dévoilement de ma sensibilité, etc. Donc c'était moins évident. Mais en fait, le pseudo-succès le justifiait. C'est-à-dire que j'aurais trouvé ça, alors ce qui est débile hein, comme pensée, mais j'aurais trouvé ça plus gênant de faire tout ça, d'assumer toute cette sensibilité-là, si ça ne marchait pas. Alors ça n'a pas de sens hein, dans l'absolu, le succès n'est pas le critère de l'intérêt de quelque chose. Mais comme ça marchait, je pouvais me dire, bon bah au moins... j'ai pas fait ça pour rien, je me suis pas montré pour rien. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue ou des choses comme ça Ouais, souvent, ouais. Et comment tu te sens par rapport à ça? Bien, parce que c'est toujours bienveillant. D'accord. En fait, comme j'ai du contenu qui est pas politique, qui est pas clivant, c'est-à-dire que les gens qui aiment pas ce que je fais vont juste pas le regarder, donc vont pas me reconnaître dans la rue. Et ceux qui aiment bien et qui vont me reconnaître, bah, vont jamais me dire de choses désagréables, donc c'est que du plus. Alors juste ma nature profonde, et encore une fois, c'est l'introversion, donc je sais pas très bien le gérer, je veux dire merci et créer une discussion de 2 minutes où je suis un peu mal à l'aise, mais ça me fait toujours plaisir pour le coup. Tu t'es jamais dit « Oh, j'aurais pas dû, j'ai envie de retourner dans mon petit cocon où personne ne me connaissait ». Non, mais c'est pas comme si des hordes de gens se jetaient dans la rue sur moi, hein, c'est pas du tout le cas. Ça doit arriver, je sais pas, une fois par jour ou tous les 2 jours, tu vois que des gens me reconnaissent. Non, ce qui est en revanche plus compliqué, mais pas grave, c'est la pression sociale de l'éloquence. C'est-à-dire que, comme je suis perçu comme le mec éloquent sur les réseaux, parfois, une fois dans la rue, quelqu'un m'a arrêté et m'a dit « Vas-y Pierre, sois éloquent ». Et ça marche pas comme ça, tu vois. et ça crée parfois une forme de petite pression sociale. Comment t'as réagi? J'ai dit non, mais tu peux pas me demander ça, je suis pas un humoriste à qui tu peux dire fais une blague, tu vois. Ouais, voilà, et même pour l'humoriste, c'est vachement dur, tu vois. Donc c'est super dur. Et donc ça met une petite forme de pression où même, tu vois, dès que je fais un podcast, dès que je donne une conférence, ou même dès que je parle à quelqu'un dans un bar ou autre, je sais que je dois correspondre à l'image qui est celle de moi. Ce qui est compliqué, c'est que l'éloquence, elle se fait dans un contexte. Tu me laisses écrire un texte et tu me donnes 10 minutes sur une scène, je me sens bien, je me sens à l'aise et je me sens éloquent. Dans la vie de tous les jours, quand il faut acheter une baguette de pain, est-ce que je me sens éloquent? Pas forcément, si tu veux. Donc c'est ça qui est pas évident. Le côté positif que j'y trouve, c'est que cette petite pression-là aussi, elle est une pression de performance et ça te force à être un peu meilleur. Et donc je fais plus attention à ce que je dis, j'essaye de mieux formuler mes phrases, de moins avoir de tics de langage, donc petite pression, mais qui aussi me pousse à être un peu meilleur dans la manière de parler, donc j'en tire du positif. Petite pression? Ouais, elle est pas grave. Si demain... Quand tu dois correspondre à une image tout le temps et que tu sais que les gens attendent de toi ce qu'ils voient, en tout cas l'image que tu projettes, ça doit pas être une petite pression. Encore une fois, tu es dans le contrôle, c'est-à-dire que tu dois calculer ce que tu fais, comment tu agis, ce que tu dis, l'éthique de langage, et tu te permets pas cette liberté. Non, c'est vrai, je me juge un peu. Quand je me réécoute sur des interviews ou autres, je vais être dans la suranalyse aussi. Mais quelque chose qu'on m'a dit qui m'a fait assez plaisir, c'est des gens avec qui j'ai discuté dans la rue ou même après des conférences, qui me disaient c'est marrant, en fait ce que tu fais nous paraît accessible justement du fait de ça. Quand tu le vois que sur les réseaux, il y a des gens qui, en tout cas m'ont déjà dit, je sais pas si c'est le cas, hein, mais ils se disent ah ouais, inaccessible, tu vois, c'est un don et en fait on ne pourra jamais faire pareil. Et en fait quand tu me vois dans la vraie vie, je pense que ce que les gens se disent c'est en vrai il est très normal si tu veux. Et donc il y a plein de gens qui sont venus me dire ça me rassure de voir qu'en fait t'es très normal, que tu peux hésiter, bégayer, mal articuler un mot ou autre, mal prononcer un mot. Et ça rassure les gens parce qu'ils se disent en fait donc ce qu'il fait est accessible et donc tu vois il n'y a pas besoin d'un don, d'un talent particulier pour faire ce qu'il fait. Et donc est-ce que ça remet en question ta quête de perfection? Parce que tu vois que les gens s'identifient plus à toi quand t'es pas dans cette quête de perfection de c'est pas possible, c'est pas atteignable. Ouais, alors c'est plutôt que je sais que la quête est vaine en tout cas. La parole c'est vraiment le deuil par définition de la perfection. Donc maintenant j'ai accepté, j'ai fait le deuil, c'est pas pourtant que j'essaye pas d'être un peu meilleur. Il y a une différence entre la perfection et le fait de vouloir s'améliorer. Et donc je sais qu'il y a des choses à améliorer, maintenant je sais aussi qu'elles seront jamais parfaites. T'es fils unique ou t'as des frères et sœurs? Non, j'ai des frères et sœurs. J'ai un frère et une sœur.
un peu plus grands, donc j'ai pas tant vécu que ça avec eux, parce qu'en plus ils étaient à l'internat, etc., au lycée. Mais j'ai un frère et une sœur qui, pour le coup, sont pas des passionnés du tout, de parole. Ils suivent ce que je fais, mais je pense que c'est pas leur passion. D'accord. Mais tant mieux d'ailleurs, chacun ses passions, et Ouais. c'est une bonne chose. Tu t'entends bien avec eux? Ouais, je m'entends bien avec eux. Ouais. Alors il y a l'âge ils sont un peu plus grands, ils vivent tous les deux, ils ont une vie de famille, etc. Mais ouais, je m'entends très bien avec eux. Ok. Donc tu partages quand même des fois un peu ce que tu écris personnellement, ou alors les textes que tu vas faire, ou des choses comme ça? Non, Non. honnêtement, non. D'accord. Ma famille, c'est pas avec eux que je partage ce que je vais écrire, etc. Ok. Alors ils le voient par définition, Oui. parce que je le poste, hein. Ouais. Ils vont peut-être réagir dessus parfois. Maintenant, j'ai ma mère qui commente mes vidéos Instagram. Attends, mignon. Maman, c'était là. mais c'est pas avec eux que je vais le partager en priorité. Ok. Quand j'ai un truc que j'ai écrit, j'ai quelques copains avec qui j'aime bien le partager, recueillir leur avis. C'est pas avec ma famille que je le fais. Donc c'est pas avec tes parents que tu vas partager cette partie de toi de voilà ce que j'ai écrit, voilà une Non, partie mais de moi. ils vont le voir parce que je le Ouais, partage en public. Tu les vois, ouais. Mais je le partagerai pas en privé. Mhm. C'est pas la relation que j'ai avec eux, c'est pas une critique ou quoi, hein, Mhm. c'est juste que c'est pas la relation que j'ai avec eux. Mais en tout cas, je sais qu'ils apprécient le voir en public. Enfin, Ok. maintenant, ma mère et mon père aussi viennent souvent me voir sur mes pièces d'éloquence, sur mes concours. Je dis, ils commentent mes vidéos, ils regardent tout. Donc ma mère a découvert comment marcher Instagram juste pour ça, tu vois. Donc c'est drôle. C'est adorable. Pierre, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? En une phrase, ma philosophie de vie, c'est travaille pour pouvoir faire les choses que tu aimes. C'est pas facilement accessible souvent de faire ce qu'on aime, parce que on a des contraintes, on a un travail à faire, etc. Et en fait, je pense que le but du travail au quotidien, c'est de nous acheter une liberté pour faire ce qu'on a envie de faire à côté. Donc tu penses que la liberté nous est pas donnée, Non, c'est une quête, c'est une quête. ou même une conquête en l'occurrence. Ok. Quand tu dis travail, il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément et des fois ne parviennent pas aux résultats qu'ils veulent. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu leur dirais? Travailler différemment, pas plus. Souvent, on pense que quand on a échoué, c'est qu'on n'a pas travaillé assez. Mm. Très souvent, c'est l'inverse. Mm. Moi, j'ai un souvenir de ça, c'était quand j'étais en classe préparatoire. Mhm. Il y avait des gens qui passaient, mais je pense, des journées entières sur un exercice de maths, Mm. à vouloir comprendre comment le faire, etc. Et en fait, c'était juste pas la bonne méthode. Ou juste, tu pouvais aller regarder la correction, comprendre ce qui se passait dans la correction, l'apprendre, et en 2 heures, tu avais résolu le problème. Plutôt que, et ça m'a beaucoup marqué, c'est, en fait, parfois dans le travail, on arrive à l'obsession. On s'est dit qu'il fallait faire les choses d'une manière, et on va le faire pendant très longtemps de cette manière-là. Et parfois, c'est juste un petit changement de perspective de, en fait, on peut le faire un peu différemment, et ça marche mieux. Merci beaucoup Pierre. Merci Catherine. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.